Bonsoir, je m'appelle Michel et ce soir on parle d'argent, yes. Et c'est un sujet délicat, intéressant, tabou et très important en même temps. Donc c'est un sujet qu'on va parler ensemble, mais à la base des choses seulement. On n'ira pas très loin là-dedans, on va commencer par le début. En passant, si parfois vous trouvez les vidéos trop longues, écoutez-les en étapes, parce que des fois, je ne peux pas les raccourcir, donc écoutez-les en étapes, tout simplement. Euh, et tout ce que je vais vous raconter ce soir, je vais vous mettre des documents dans la description. OK? Donc, vous pourrez cliquer sur les liens dans la description puis télécharger les documents selon le cas. OK? En fait, on va parler des bases de l'argent ce soir. On va parler un peu, c'est quoi les croyances, les valeurs par rapport à ça, très sommairement. En fait, puis je vais vous présenter aussi un budget avec lequel vous allez pouvoir suivre vos finances de proche, puis avoir une photo de où vous en êtes ou où est-ce que vous en allez avec ça. OK? Je vais vous partager mon écran et on va regarder ce document-là ici. OK? Euh, pour ce soir, je vais m'en tenir seulement à ça ici. OK? Donc, on n'ira pas vraiment plus loin que ça. Je vais expliquer très sommairement ça ici, mais je vais y revenir. OK? Il y a des aspects là-dedans que je vais revenir là-dessus, vraiment plus en détail, mais ça va être plus dans le contexte placement, investissement, entrepreneuriat. OK? Euh, je vous présente un petit document, celui que vous avez vu sur YouTube, en fait, donc qui fait la présentation. Donc, vous avez compris que normalement, je m'annonce un petit peu d'avance, OK? À ma façon, on va dire ça. Euh, L'argent, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, non. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Il y a toutes sortes de systèmes, il y a toutes sortes de politiques face à ça. Mais est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur, comme vous le savez. Mais parfois, ça permet une plus grande ou une meilleure liberté. OK? Ici, on parle de quelqu'un qui travaille toute sa vie pour arriver au bout de sa vie avec pas grand-chose. OK? Donc, ça va me permettre de présenter un peu l'aspect entrepreneurial. OK? Oui, on travaille toute notre vie. Oui, on met de l'argent de côté. Oui, on met de l'argent dans des REER. Il y a le Retraite Québec. Il y a le gouvernement du Canada, tout ça, le régime de pension. Mais encore là, est-ce que ça vaut la peine parfois de travailler toute notre vie pour pas grand-chose? Il y a différents contextes et concepts face à ça. Si on parle du jet set américain qui font des millions, des centaines de millions par année. On ne parle pas du tout de la même vie de vous et moi qui allons travailler à tous les jours ou presque, OK, dans ce sens-là. OK? Gagner du blé pour que mes rêves se réalisent. J'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça sur Internet, bien entendu. Je l'ai mis là parce que je trouvais ça cute. Oui, gagner du blé, c'est important de gagner du blé pour réaliser nos rêves. Encore là, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne réalisent pas leurs rêves parce que il y a toutes sortes de circonstances dans leur vie qui les empêchent. Ça peut être juste la santé. Tu sais, on aura beau avoir l'argent qu'on veut, si on n'a pas la santé, on n'ira pas bien, bien loin. Okay? Donc, la santé est un élément très, très important, santé mentale, santé physique, l'énergie, bien entendu. Généralement, les gens les plus riches, c'est ceux qui ont beaucoup d'énergie en général. Okay? Donc, est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves? Bien entendu. Et ici, le cadran du cash flow. OK? Ça, je m'en sers plus quand je parle d'investissement, de placement et de business, la règle de 72 et toutes ces choses-là. Je vais rentrer là-dedans plus tard, un petit peu dans des prochaines vidéos, si on veut. OK? Mais pour expliquer brièvement, en fait, quand on est employé, en fait, on échange du temps contre de l'argent. Ça nous permet une certaine sécurité. On rentre dans la réalité de quelqu'un qui a démarré une entreprise et normalement, quand on travaille pour quelqu'un, en fait, on contribue à enrichir cette personne-là généralement. Généralement, les chefs d'entreprise vont être beaucoup plus riches que l'employé, OK, généralement, mais pour certaines personnes, ça convient d'être employé, ça donne un salaire régulier aux 2 semaines, qu'on travaille fort, qu'on travaille pas, qu'on soit fainéant ou qu'on soit travaillant, travaillante, fainéante, on a toujours le même salaire quand même. OK? Et on a un plan de retraite par la suite. Ça convient à certaines personnes.
Il y a l'indépendant, le travailleur autonome ou la travailleuse autonome cette personne-là va plutôt démarrer, créer son propre travail, va démarrer son entreprise, mais va surtout créer son propre travail pour différentes raisons, liberté, etc., etc. Là-dedans aussi, on échange du temps contre de l'argent, mais par contre, en fait, c'est nos clients qui nous payent. Donc, plus on va déployer d'efforts, de travail, mieux on va être payé. Moins qu'on développe, qu'on fait des efforts, moins qu'on va être payé. OK? Il y a des avantages et des désavantages à tout ça. Ça, j'en parle quand je donne ma conférence sur l'entrepreneurship. C'est une conférence de 6 heures environ, mais quand je vais être rendu là, je vais la découper là, en bloc d'une demi-heure, 1 heure maximum, bien entendu. Je ne donnerai pas un 6 heures d'un coup comme ça. OK? Mais je vais en parler plus là, des pour, les contre, les détails, puis tout ça. Il y a l'entrepreneur ou l'entrepreneur. Je me disais, c'est-tu l'entrepreneuse ou l'entrepreneur? Mais je pense que ça sonne mieux entrepreneur. OK? Donc, la personne entrepreneur va développer un système. Le travailleuse autonome ne développera pas un système. Il va quand même échanger son temps contre de l'argent généralement. OK? Mais l'entrepreneur va développer avec ses employés, ses partenaires, un système qui va travailler pour lui, comme Jean Coutu, comme McDo, Harvey's, nommez-en, système de franchise, les MLM, OK, les multi-level marketings, OK, Amway, Melaleuca, Primerica, Herbalife et compagnie, là, tout ça, OK. On peut faire aussi beaucoup d'argent avec ça. Des fois non, des fois oui. OK? Donc, c'est un système que même si on arrête de travailler dans ce système-là, le système, lui, va générer de la prospérité ou du revenu quand même parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui font fonctionner ce système-là pour vous. Donc, c'est un peu comme si on prend une roue de vélo puis on lui donne un bon coup, la roue va commencer à tourner puis elle va continuer à tourner tout seul pendant un bon bout. OK? Tandis qu'un employé, il faut qu'il continue à faire tourner la roue. Un travailleuse autonome, il va donner un coup, la roue va tourner un petit peu, mais il faut qu'il redonne un coup. OK? On va dire ça comme ça. L'entrepreneur, entrepreneuse, ça va rouler tout seul à un moment donné ou presque. Et l'investisseur, investisseuse, en fait, l'investisseur, on va dire investisseur, ça sonne, investisseur, c'est bizarre un peu. Donc, un investisseur ou une investisseur, en fait, va développer des techniques, des moyens, des placements pour que l'argent travaille pour lui, pour elle. Donc, généralement, dans notre système capitaliste où on est, généralement, on va travailler pour l'argent. C'est plus l'argent qui va être notre maître, on va dire ça comme ça, plutôt que notre serviteur. Quand on devient investisseur à partir de 18 ans, en tout cas en Amérique du Nord, généralement, c'est 18, 19, 21 ans, là, tout dépendant dans quel pays, dans quelle province où est-on se situe, on peut devenir investisseur. OK? Donc, on fait travailler l'argent pour nous. Donc, l'argent est placé dans des moyens, dans des véhicules, dans des systèmes qui rapportent plus d'intérêt que qu'est-ce que la banque ou peu importe les choses vont donner. Ça va se multiplier. Ça va devenir exponentiel. OK? Au lieu d'être linéaire. OK? J'ai fait un petit résumé ici. Ça va être disponible, bien entendu, dans la description quand la vidéo va être terminée. Donc, un petit résumé ici. L'argent est relié à mes croyances. OK? Est-ce que l'argent, c'est propre? Est-ce que c'est sale, là? Est-ce que c'est sale de l'argent? OK, Dirk, c'est de l'argent, c'est pas bon, c'est pas spirituel, c'est méchant, c'est diabolique ou c'est merveilleux. Bon, ça dépend du concept qu'on en a. OK? L'argent est neutre en réalité, ça n'a rien à voir. OK? Est-ce que c'est correct, pas correct d'en avoir? Encore là, c'est une question de croyance. Ça peut être une question de politique, si on est d'un système communiste, capitaliste, etc., etc. Ça dépend aussi de certains systèmes religieux. Je vais les appeler religieux, toutes les mêmes, les mettre dans le même paquet. Mais ça dépend beaucoup de ça aussi. OK? L'argent est relié à mon estime ou ma perception de moi. Bon, il y a plusieurs raisons qu'on va développer depuis qu'on est des bébés ou des enfants, une certaine estime ou une certaine perception de soi par rapport au regard vers l'autre ou le regard de l'autre vers soi. Bon, mais est-ce que je mérite d'avoir ci ou d'avoir ça? Est-ce que je mérite pas? Est-ce que je mérite d'avoir de l'argent? Est-ce que je mérite d'être libre financièrement? Est-ce que je ne le mérite pas? Moi, je suis fait pour un petit pain, je suis fait pour travailler, je suis fait pour travailler dur, fort, je suis fait pour souffrir, je ne suis pas fait pour travailler intelligemment whatever. OK? Donc, ça va rentrer dans votre partie d'estime de vous, comment vous vous représentez ou que vous pensez que les gens vous représentent.
Relié à mes valeurs, OK? Les valeurs, ben moi, je fais de l'argent, c'est mon affaire, c'est à moi, je m'ajoute des affaires, puis tant pis pour l'autre. L'autre, il n'y en a pas, ben tant pis pour lui, tant pis pour elle. Ou avec votre argent, vous allez aider, vous allez partager, vous allez rendre votre richesse ou votre avoir disponible pour d'autres, vous allez payer la traite aux gens, tout ça, OK? Allez-vous vous acheter des choses utiles? Il y en a qui ne dépenseront pas pour rien, façon de parler. Il y a des spenders, il y a des savers, bon, il y a toutes sortes de notions. Mais allez-vous acheter des choses vraiment utiles, pertinentes? Il y en a qui dépensent vraiment pour rien. Et encore là, dépenser pour rien, c'est très subjectif. Moi, moi, un restaurant, ben, c'est pas dépenser pour rien, j'aime ça, mais certaines autres affaires, ça va être dépensé pour rien, mais pour d'autres. Fait que c'est relatif et c'est très subjectif. OK? Et l'argent est relié à mes besoins, à mes désirs. OK? Donc, je vais faire ma commande au supermarché. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de la viande? Ben, est-ce que je vais acheter une viande de meilleure qualité? Est-ce que je vais acheter un filet mignon ou juste une viande ordinaire? Est-ce que je vais acheter un poulet spécial ou un petit poulet de base? OK? Ça va y aller selon les besoins, selon la capacité de payer. Est-ce que je vais m'acheter des desserts à pu finir? Je vais m'acheter de l'extra ou je vais m'acheter vraiment le nécessaire. Est-ce que je vais m'acheter le char que je veux, le char de malade mental que je veux depuis toujours, ou je vais m'acheter juste une bonne voiture pour être capable de me déplacer? OK? La différence entre besoin et désir. L'argent est un moyen d'échange matériel universel dans un système social. OK? Qu'on soit dans un pays communiste où il y a une base où le loyer ou l'habitation est fourni par l'État, l'électricité, il y a plein de choses qui sont fournies par l'État et l'écart entre les riches et les pauvres est plus minime, si on veut, tandis qu'en comparaison avec nous dans un pays capitaliste, où cet écart-là peut être très, 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 très grand, dans lequel il y a un certain filet, une certaine sécurité sociale, mais c'est à tous et à chacun de se débrouiller avec ses finances, si on veut, dans ce sens-là. OK? Euh, la valeur variable de l'argent, l'argent va avoir sa valeur tout dépendant combien de billets sont imprimés, selon l'offre, selon la demande, selon les intérêts. Bon, il y a plein de facteurs qui vont donner ou enlever de la valeur à l'argent. On le voit avec l'inflation. Je veux dire, pour 100 dollars, ben, si vous allez faire votre commande, vous allez ressortir de là peut-être avec 2 sacs. Mais dans les années 50, 60, si vous aviez un 100 dollars faire votre commande, là, je n'ai pas un en bien, mais à un moment donné, je vais aller me chercher un billet de 100, un billet de 50, puis un billet de 1000, je peux en avoir. Je ne sais pas si les banques en donnent encore, mais si les banques en donnent encore, je vais vous montrer un vrai billet de 1000, vous allez voir ce que ça a de l'air. Mais faites votre commande dans les années 50-60, vous allez ressortir de là avec peut-être 6 ou 8 sacs pour le même 100 dollars, OK? À cause de l'inflation, à cause de la valeur des choses. OK? L'argent est spirituel. Oui, l'argent, c'est spirituel. C'est un moyen d'échange. On a l'argent physique, matériel, mais ça reste un moyen d'échange qui va dénoter un vol, un respect, une honnêteté, une intégrité. OK? Vous allez au restaurant où vous recevez un service, vous allez donner un pourboire à la personne. Bon, on sait que les pourboires au Québec sont taxés. Tant qu'à moi, ça ne devrait pas être quelque chose qui est taxé. Mais on ne rentrera pas dans ce débat-là, bien entendu, entre ce qui est légal, moral, puis tout ça, parce qu'on n'en finira pas. Mais vous êtes satisfait du service que vous avez reçu, vous allez donner un pourboire. OK? Si vous donnez un pourboire à la personne, ça veut dire merci. C'est une marque de respect, c'est une marque de gentillesse. Si la personne vous a offert un excellent service puis vous ne lui donnez rien, ça fait cheap un peu. OK? Je peux prendre un exemple. Moi, quand j'avais ma compagnie en informatique et que je faisais du service informatique, souvent, les amis, la famille demandent de rendre des petits services parce que, ah, Michel, il fait ça. Ouais, ça va me coûter moins cher si je demande à Michel. Mais des fois, Michel, il disait, non, ça va te coûter ça parce que tu essaies de passer par moi, mais va donc au magasin, c'est parce que tu veux sauver de l'argent, va te le faire faire au magasin. Ça peut être une marque, un manque de respect comme ça peut être un respect. Moi, si je connais une personne qui est bon ou qui est bonne en plomberie ou en menuiserie, puis j'ai besoin de ce service, je ne demanderai pas nécessairement à la personne qu'elle me fasse un spécial parce que je la connais ou au nom de l'amitié. Ça, c'est une belle manipulation. Hein? On est des bons amis, tu vas m'arranger ça. Belle manipulation. Mais je vais payer la personne, je vais donner à la personne son dû comme si j'avais fait affaire avec un entrepreneur ou une entrepreneuse externe, bien entendu.
OK? C'est une question de respect, c'est une question morale, c'est une question d'intégrité, d'honnêteté. OK? Donc, le moyen physique matériel de l'argent va permettre de véhiculer des valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de la vie dans ce sens-là. C'est pour ça que je vais dire que l'argent est spirituel. L'argent est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur, c'est vrai. Dans le cadre de la vie de tous les jours, du travail, des taxes à payer, l'argent est vraiment un mauvais maître. Et il vous maltraite, il vous maltraite vraiment. Mais dans le cas d'investissement, de liberté, de prospérité, de richesse, jusqu'à un certain point, l'argent, c'est un excellent serviteur. L'argent va vous permettre de faire des choses, de vivre des choses. Tant que vous avez la santé pour le faire, bien entendu, va vous permettre une meilleure liberté, une différente ou une meilleure gestion de votre vie. OK? Imaginez que l'argent, c'est une personne. OK? Comment traiterais-tu l'argent si c'était une personne? Ça peut être un ami, une amie, un conjoint, conjointe, peu importe, un enfant, pas un enfant, mais imaginez que l'argent, c'est une personne avec laquelle vous rentrez en relation. Il y a de l'émotion qui s'échange, il y a de l'interférence, vous parlez avec la personne. Comment allez-vous traiter l'argent si c'est une personne? Et comment allez-vous vouloir être traité par l'argent? Si l'argent, c'est une personne, comment vous voulez que l'argent vous traite? Pensez à ça. Pensez aussi, vous n'avez plus besoin de gagner votre vie. OK? L'argent est là. On n'est plus dans le concept de gagner ma vie. J'ai plus besoin d'échanger du temps contre de l'argent pour payer mes choses. Vous faites quoi de votre vie? Posons-nous la question. OK? Donc, ça ici, ça va être disponible. OK? Après cette vidéo, vous allez pouvoir le télécharger, le regarder au besoin. Je vais mettre aussi dans la description, je vais mettre ça ici. Un monde sans argent, le communisme, ça parle là-dedans ici des différentes politiques communistes, capitalistes et tout ça, d'où viennent les pensées là-dedans, tout ce qui est relié à ça. Peut-être intéressant, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour vous, mais ça peut être à lire, je vais le mettre disponible. On va aborder maintenant cette partie-là ici. Éviter toute forme d'endettement. OK? Il y a des gens qui font 300 000 par année, qui sont très, très, très endettés puis qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui font juste 40, 50, 60 000 par année puis qui arrivent très, très bien. Ils font même un voyage ou deux par année puis ils vivent très, très bien puis sont même capables de s'en mettre de côté. C'est quoi le problème? C'est quoi la différence? C'est quoi qui fait que la personne qui fait 300 000, elle n'arrive pas puis ça ne marche pas, puis l'autre qui fait 40, 50, 60 000 puis que ça marche son affaire? C'est pas tant le montant d'argent qui rentre, c'est ce qui est dépensé, c'est ce qui sort le problème. OK? Vous aurez beau avoir une maison super isolée, super bien. OK? Si vous laissez les fenêtres ouvertes pour rien, là, ben, la chaleur ou le froid va rentrer, tout dépendant de la saison. OK? L'idée, c'est de ne pas laisser les fenêtres ouvertes pour rien. OK? Donc, vous pourriez faire beaucoup d'argent, mais pas arriver comme en faire moins ou peu à la limite, puis bien arriver quand même. C'est quoi qui fait la différence? C'est quoi qui aide à voir clairement c'est quoi qui fait la différence? C'est ça ici, le budget. Ça aussi, vous allez pouvoir le télécharger si vous le voulez. OK? Donc, ce budget-là, je l'ai préparé pour vous. En fait, je m'en sers moi-même, bien entendu. OK? Et ici, vous allez pouvoir changer toutes les rubriques. Si vous l'utilisez, si ça vous intéresse de l'utiliser, libre à vous, faites ce que vous voulez avec ça. Vous allez pouvoir changer les rubriques, mettre les montants que vous voulez. OK? Et si vous ne pouvez pas les changer, parce que ce sont des calculs automatiques. OK? Comme ici, ce sont des calculs automatiques, vous ne pouvez pas le changer. Mais si vous voulez jouer dans le fichier, dans le document, changer les calculs, faire ce que vous voulez, OK? Là, je ne vous donnerai pas un code Excel, là, inquiétez-vous pas, mais vous allez dans Révision, puis vous venez ici ôter la protection. OK? Dans une seconde. Là. OK? Puis vous allez pouvoir ici ôter la protection. OK? Si vous ôtez la protection, vous allez être capable de modifier ce qui est là-dedans ici ou de changer les formules, là, peu importe. OK? Donc, vous allez rentrer des choses ici. Ici, ça va se placer tout seul. Donc, le 80 ici, si je mets 180 à la place, ben, le montant va changer tout seul. Et bien entendu, il va être reporté ici. Ici, ça va se mettre à jour. Vous voyez, ici, vous ne pouvez pas cliquer dedans. Je l'ai bloqué, à moins que vous le débloquiez vous-même. OK? Donc, je vous explique rapidement. Bon, vous savez c'est quoi un budget, je n'ai pas besoin d'expliquer le budget. Il y en a qui sont allergiques au budget, il y en a qui aiment ça, il y en a qui s'en tiennent au budget, il y en a pour qui leur budget, c'est leur maître, puis il y en a d'autres que c'est un accessoire. Okay? Un budget, c'est un accessoire, ça ne doit pas être votre maître.
Vous devez maîtriser votre budget. OK? Vous devez être maître de l'argent et non pas son esclave. Votre budget, c'est vous qui décidez. Vous décidez si vous vous y soumettez ou pas à votre budget. OK? Vous faites un budget, vos entrées, vos dépenses, j'ai ça qui me reste, vous décidez, vous vous soumettez à ça ou pas, c'est vous qui êtes le boss. OK? Donc ici, j'ai mis la colonne des revenus, tout ce qui peut faire partie de votre revenu, de vos revenus ici. OK? J'ai mis une colonne pour les dépenses obligatoires. OK? Donc, tout ce qu'on doit payer par mois, qui sont des montants récurrents et généralement les mêmes montants récurrents mois après mois après mois. OK? Les détails, vous écrivez ce que vous voulez là-dedans. C'est juste un espace pour écrire quelque chose au besoin. Donc, ici, vous pouvez changer les rubriques comme vous voulez. Vous pouvez mettre les montants que vous voulez. Ici, vous ne pouvez pas le changer à moins de débloquer la feuille, tout simplement. OK? Et vous avez les dépenses variables, qui est la même chose, même principe. Vous entrez les montants que vous voulez, puis ça va se placer tout seul. OK? C'est important de savoir combien qui rentre, combien qui sort, parce qu'en fait, ceux qui sont prospères dans la vie, peu importe l'échelle, peu importe le niveau, c'est ceux en général qui restent de l'argent à la fin du mois. OK? Et que là, cet argent-là est placé, est investi ensuite. La partie placement-investissement, je la garde pour une prochaine vidéo. OK? Vous avez ici placement. La partie placement, c'est de l'argent que vous avez. Ça peut être statique comme ça peut être dynamique. OK? Ça peut être un placement qui fructifie. Ça peut être un montant, un héritage, un montant que vous avez reçu puis qui reste là, puis qu'il est là au besoin. Ou ça peut être quelque chose qui est placé dans des comptes à haut rendement, 15 12, 15 d'intérêt, 20 d'intérêt à la limite qui va vous donner un certain rendement. OK? Donc, ça ici, je ne le figure pas là, dans le budget. Il est là. Ça, c'est pour vous. Et je reporte le montant ici. Fait que peu importe les montants que vous, je ne sais pas, vous gagnez 150 000 à la loterie, OK? Ben, votre montant ici va changer. OK? Puis, ça vous donne un indice de où ce que vous en êtes tout simplement dans votre, on va dire, GPS financier. OK? Vous avez les dettes, bien entendu. Les dettes, c'est vraiment, on va dire, argent acheté par les fenêtres. OK? Donc, tout ce que ça vous coûte en intérêt ou en frais pour rien que vous n'auriez pas à payer pour rien. OK? C'est un peu différent des dépenses. Il y a des dépenses, on n'a pas le choix. Dans les dettes, je n'ai pas rentré un prêt automobile parce que je considère quand même que c'est un bien nécessaire, si on veut, même si c'est une perte en réalité, mais c'est quand même un bien nécessaire. OK? Donc, je n'ai pas rentré là-dedans. J'ai plus rentré là-dedans ce qui coûte en intérêt négatif. OK? Donc, ça, c'est de l'intérêt négatif qui va se retourner contre vous. Donc, vous avez une dette de 100 à 20 d'intérêt. Le mois suivant, bien, votre compte va vous coûter 105, 110 ben, 105 on va dire. OK? Et là, si vous ne le payez pas au complet, bien là, vous allez rajouter le 20 d'intérêt sur le 105 Puis là, ça devient exponentiel, mais dans le sens négatif. OK? C'est pour ça qu'on s'en sort jamais avec les cartes de crédit, souvent pour certaines personnes. Ici, c'est de l'intérêt positif. Le même montant placé à 30 d'intérêt va vous donner un intérêt positif. OK? Fait qu'ici, l'argent travaille vraiment pour vous. OK? Ici, l'argent travaille contre vous. Ici, vous travaillez pour l'argent, pour vous, contre vous. Et ici, ça, c'est le résumé, en fait. OK? Donc, ça ici, ça va vous dire à combien vous êtes dans vos placements, combien vous avez de revenus par mois. OK? Vous ne pouvez pas le changer. Ici, là, je l'ai bloqué pour ne pas effacer la formule par mégarde, mais vous pouvez le débloquer, là, comme je vous disais. Vos dépenses obligatoires, vos dépenses variables, vos dettes que vous payez à tous les mois. Et voici ce qui vous reste net dans vos poches à chaque mois, une fois que tout est payé. OK? J'ai reporté ici la valeur nette. OK? La valeur nette, c'est vos placements, on va dire, incluant vos avoirs. OK? Ce n'est pas un calcul réel de valeur nette. Là. Le calcul est très, très long, plus complexe, mais c'est juste pour vous donner une idée. OK? Et je vous ai mis ici transfert et virement. La raison que je mets ça, OK, c'est pour on pourrait changer, pour y mettre 400 par mois à la place. OK? C'est pour développer un fonds d'urgence. OK? C'est très important dans un budget d'avoir un fonds d'urgence. OK? Je vous le conseille fortement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Normalement,
dans votre budget, vous allez avoir un compte de banque, de caisse, peu importe, avec opération, ce qu'on appelle communément un compte chèque, OK? Avec possibilité de spécimen de chèque pour des paiements récurrents, OK? Ça ici, ça va être géré par votre compte chèque, on va dire tout ça ici. Ça, ce sont des placements qui peuvent être dans une maison de placement ou autre, OK? Vos dettes, OK? Ça ici, ça peut être dans un autre compte, un compte d'épargne, qu'on va appeler souvent un compte CELI. OK? Des fois, c'est épargne qui n'est pas nécessairement CELI, des fois, il est CELI. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, mais peu importe comment il s'appelle, ça peut être bien d'avoir un autre compte d'épargne dans la même institution financière ou dans une autre. Et là, vous avez un montant, vous créez un virement automatique dans votre compte qui va prendre l'argent de vos revenus ici, puis qui va l'envoyer dans un autre compte à l'extérieur. OK? Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je fais ça depuis des années. Donc, j'ai un montant qui part de Desjardins, on va dire, qui s'en va dans Tangerine, comme ça, euh, donc mensuellement. OK? Donc, ça permet de créer un fonds d'urgence qui peut servir, ça peut être un fonds de projet, un fonds de voyage, fonds d'urgence, appelez-le comme vous voulez. L'idée, c'est que l'argent sort de votre compte, mais n'est pas dépensé, est placé dans un autre compte pour besoin ultérieur. Et si elle n'est pas dans votre compte d'opération, vous ne la voyez pas. Fait que vous ne serez pas porté à la dépenser. OK? Elle est placée à côté. Puis, souvent, ça fait pas mal. OK? Ça peut être 2-3 McDo par semaine de moins, peut-être pour certains, là, mais ça fait pas mal. Ça vous permet une belle accumulation. J'ai mis ici autres dépenses à prévoir. Si vous savez d'avance que votre voiture est à réparer, vous devez acheter des nouveaux électroménagers, du nouveau linge, peu importe. Il y a une fête qui s'en vient, vous voulez avoir une super belle coiffeuse, ça va coûter 300 pièces de coiffeur ou de coiffeuse, ben, vous pouvez le rentrer ici puis le prévoir et vous pouvez le prendre de votre compte ici de projet ou d'urgence ou comme vous voulez. L'idée, c'est d'avoir un compte d'opération et un compte d'épargne, CELI ou pas, là, peu importe, ici pour à part. Okay? Donc, ça va être disponible. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je vous le donne. Okay? Je reviens ici à mon petit document. Donc, éviter toute forme d'endettement. L'idée de ça, c'est autant que possible de payer cash. Si vous êtes obligé de payer avec une carte, bien, l'idée, c'est que quand le compte arrive, vous le payez au complet. Vous ne payez pas seulement le montant minimum ou même à la limite au-dessus du montant minimum. Idéalement, vous le payez au complet. OK? Comme ça. Parce que si vous ne le payez pas au complet, même si c'est plus que le montant minimum, les intérêts courts, ce sont des intérêts négatifs. Donc, si le montant augmente avec l'intérêt, ça devient exponentiellement négatif. Vous allez être imposé sur les intérêts avec les nouveaux montants au fur et à mesure. C'est de l'intérêt composé, mais négatif. On finit par pas s'en sortir. OK? Les affaires de payer plus tard sans intérêt, c'est à éviter autant que possible parce que ça fait baisser votre code de crédit. Vous allez perdre des points. C'est pas plus grave que ça. Je l'ai fait moi-même déjà. C'est pas ça. L'idée, c'est que si vous avez besoin d'emprunter pour un projet, un prêt personnel, une voiture, une hypothèque, n'importe quoi, bien, puis que vous avez des payés plus tard sans intérêt, puis que votre cote de crédit elle a baissé, qui est en bas de 700, ben, ça va être difficile pour vous d'avoir un emprunt. Ou votre emprunt va vous coûter plus cher. Oui, je sais, c'est bizarre, là, mais c'est ça le capitalisme. Votre emprunt va vous coûter plus cher, donc on va vous endetter encore plus, vu que vous êtes endetté. Tandis que si vous êtes riche, ça va bien, on va vous faire prospérer encore plus. C'est le système capitaliste, c'est comme ça qu'il fonctionne. Comme je dis souvent à mes étudiants, si tout le monde en Amérique du Nord payait toutes leurs cartes de crédit d'un coup en même temps, les compagnies de crédit feraient faillite. OK? Parce qu'ils basent la richesse est créée à partir de l'endettement. Elle est créée à partir de mensonges. À partir de mensonges, on crée une fausse prospérité, mais à partir de l'endettement, on va créer une certaine richesse. OK? Donc, si tout le monde paye leur compte de crédit à temps, les compagnies de cartes de crédit vont faire faillite. Okay? Dans ce sens-là. Détenir un compte chèque d'opération, ce que je vous disais tantôt, donc pour vos opérations, payer toutes vos choses dans le système dans lequel on est, c'est important d'avoir ça, bien entendu, pour être capable de fonctionner normalement par rapport à ce système-là. Détenir un compte CELI REER, un compte aussi de épargne études, OK? Donc ici,
Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ça, je vais l'expliquer brièvement et je vais terminer là-dessus. OK? Donc, le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. OK? Souvent, les institutions financières vont vous proposer un compte d'épargne qui va être un CELI. OK? C'est correct, c'est un compte à l'abri de l'impôt. Aux dernières nouvelles, vous pouviez cotiser jusqu'à 6 000 par année dedans. Donc, si ça fait des années que vous avez un CELI, vous pouvez cotiser jusqu'à 20, 30, 40, 50 000 là, tout dépendant de votre âge et à partir de quand vous avez commencé à cotiser. L'avantage de ça, c'est que si vous avez beaucoup d'argent dans un CELI, le gouvernement, ça c'est enregistré au gouvernement fédéral, le gouvernement ne pourra pas vous imposer sur les intérêts. Vous jouez à la bourse, vous faites du trading, du day trading, de la crypto, tout ça, vous faites des gains en capital. Bien, vos gains en capital s'en vont dans un compte CELI, donc vous ne serez pas imposé sur vos gains en capital. Sinon, le gouvernement vous impose à 50 sur vos gains en capital quand le temps de l'impôt arrive. Donc, ça va vous protéger de ça. OK? L'argent dans un CELI aussi va vous permettre, ça peut être un fonds d'urgence, ça peut être un fonds de voyage, un fonds de mariage pour acheter un auto, n'importe quoi. OK? C'est de l'argent que vous allez pouvoir sortir rapidement et sans pénalité. Contrairement à un régime d'épargne, un régime des fameux REER, un régime d'épargne retraite, OK? Un régime enregistré d'épargne retraite, OK? Donc, c'est enregistré au gouvernement fédéral aussi. Ça, c'est un peu différent. Vous pouvez en avoir juste un, dans le sens que vous pourriez, si je reviens au CELI, vous pourriez ouvrir plusieurs comptes CELI dans différentes institutions financières, mais le gouvernement, lui, envoie juste un. Fait que si vous avez 500 100 dans 5 comptes CELI différents, le gouvernement va voir que vous avez cumulé 500 tout simplement. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Même chose pour le REER, ça reste le même principe. Et quand vous recevez vos papiers d'impôt, si vous regardez en arrière là, de votre relevé fédéral, ça va être écrit combien vous pouvez cotiser pour l'année dans votre CELI et dans votre REER sans avoir de pénalité. Généralement, pour le REER, c'est 18 de votre revenu. Okay? Mais ça, je vais parler de ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Okay? Donc, le REER, lui, c'est plus à long terme. Okay? Donc, c'est de l'argent qu'on met de côté. Le problème avec le REER, c'est que si vous voulez sortir l'argent, vous allez être pénalisé. Parce que le REER, en fait, c'est un véhicule que le gouvernement a permis. OK? Les gens vont mettre de l'argent dedans pour assurer leur vieux jour. On ne sait pas si le système de retraite, de pension qu'on a actuellement, si ça va tenir quand on va être rendu à la retraite ou combien qui va en rester. Donc, ça peut être une façon de se bâtir sa propre retraite jusqu'à un certain point. C'est clair que le gouvernement prend l'argent, l'investit ailleurs. OK, bien entendu, ça, c'est un autre volet que je vais parler éventuellement. Ne pas laisser votre argent à la banque. Vos surplus d'argent, il ne faut pas les laisser dans un compte à la banque standard. Vous perdez. Vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en laissant votre argent à la banque. OK? Il y a des moyens de faire pour pas laisser ça là pour que l'argent travaille pour vous. Donc, votre REER, c'est à long terme. Si vous avez besoin de sortir de l'argent d'un REER, ben là, vous allez payer l'impôt dessus tout de suite. Donc, je sais pas, moi, vous avez 10 000 dans un REER, vous avez besoin de sortir 5 000, ben le 5 000 que vous allez sortir, si vous voulez sortir le 5 000 net, vous allez payer tout de suite l'impôt sur 5 000 plus les frais, tout dépendant s'il y en a. OK? Parce que c'est de l'argent, dans le fond, que le gouvernement vous octroie un crédit d'impôt avec ça. Donc, c'est de l'impôt reporté à vos vieux jours, en fait, ce qui n'est pas le cas du CELI. Le CELI, vous pouvez entrer, sortir comme vous voulez, il n'y a pas de pénalité. Okay? C'est pour ça que le CELI a été inventé en bonne partie. Ça, ici, il y a des pénalités, sauf pour le RAP, si vous voulez acheter une maison, sauf pour des études, si parfois vous dites, ben là, je retourne aux études, ça me coûte 20, 30, 40 000 retourner aux études, ben là, vous allez pouvoir sortir de l'argent d'un REER sans être imposé, sans être pénalisé, ou comme pour acheter une maison pour un down payment, un paiement de base pour une mise de fonds pour une maison. Okay? Même chose pour le fonds le régime d'épargne d'études. Okay? Même chose pour vos enfants aussi. Vous pouvez cotiser dans un fonds pour vos enfants jusqu'à temps qu'ils arrivent au cégep pour que ça paye leurs études à l'abri de l'impôt. Okay? Donc, ce sont des moyens de base, des véhicules financiers, si on peut dire de base,
pour mettre de l'argent de côté pour des projets pour vos vieux jours. Il y a des restrictions face à ça. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, je vous laisse là-dessus pour ce soir. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions si vous aviez des questions là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.